collega De Roo, de schepen van onderwijs in mijn stad, neerpennen en dus die samen in het Vlaamse parlement dit dossier blijken te volgen. Ze schrijven: Vlaanderen heeft tal van sleutels in handen waarmee het radicalisering kan aanpakken. Daarom moet er meer initiatief komen vanuit het Vlaamse parlement en het Martelarenplein. Een beetje verder, in dezelfde vrije tribune in de Standaard, onder de mooie naam trouwens, een struisvogel houdt geen Syrië-strijders tegen. Maar dus, een beetje verder in die vrije tribune citeren ze: ook het Vlaamse beleidsniveau heeft een immense verantwoordelijkheid. En het gaat verder. Vlaanderen is bevoegd voor jeugdbeleid, preventie, buurtopbouw, straathoekwerk, onderwijs, spijbelproblematiek, justitiehuizen, jeugddelinquentie, jeugdstrafrecht, reïntegratie van ex-gedetineerden, inburgeringsbeleid, slachtofferhulp. Daarmee kom je al een heel eind in de strijd tegen radicalisering. Het is hoog tijd, zeggen de twee collega's uit de meerderheid tijdens de bespreking van de septemberverklaring, zeggen ze: het is hoog tijd dat de Vlaamse regering en het Vlaams parlement een coherent beleid uitwerkt. Vandaag blijft het Vlaamse niveau te passief. Bovendien moet de strijd tegen radicalisering breder gevoerd worden, enzovoort, enzovoort. Meneer de minister, meneer de premier, in dit moeilijke beleidsdomein moeten alle democratische krachten samenwerken. Van lokaal, regionaal naar federaal. Het is een van de kritieken geweest in het verleden, hier, ook hier buiten. Kritieken geweest van oppositie, van meerderheid, dat er geen coherentie zit in het beleid. Als ik de regeerverklaring van de Vlaamse meerderheidspartijen bekijk, er staat één zin in. Welgeteld één zin staat erin. In de ambitie van de Vlaamse regering. Met name dat er zal een werkgroep opgericht worden met experten. Men zal een werkgroep oprichten met experten. Dat is de enige zin in dat Vlaamse regeerakkoord. Hetzelfde ongeveer in Brussel. In het Brusselse regeerakkoord staat er één zin. En daar zitten we voor alle duidelijkheid mee in het bestuur. Er staat één zin in. Radicalisme wordt één van de prioriteiten. Of van de topprioriteiten. Collega's, we kunnen inderdaad geen struisvogelpolitiek blijven spelen. Wat we zeker niet mogen doen, is ons opnieuw verliezen in een soort pingpongwedstrijd, waarbij dat het ene beleidsniveau naar het andere kijkt. En dus mijn pleidooi is, en mijn steun zal u zeker hebben, meneer de minister, dat u zeer snel werk maakt van datgene wat u neerpent in uw regeerakkoord, om op korte termijn dat integraal beleid op poten te krijgen. Ik heb nog één punt, meneer de voorzitter. De methode Milquet-Turtelboom. Ja, sommigen zeggen, naargelang ze tot de meerderheid behoren of in de oppositie, van de vorige regering heeft zich uitsluitend bezig gehouden met taskforcen op te richten en kermissen te organiseren. Ik behoor tot diegenen die wil onderlijnen dat de minister van Binnenlandse Zaken op zijn minst zeer geëngageerd was in dat debat, ook zeer veel pogingen genomen heeft, maar dat we ook niet naast de realiteit kunnen kijken van een gigantisch versnipperd veld, ook op het federale niveau, in zaken veiligheidsdiensten. En dan heb ik het over de cacophonie, en ik gebruik het woord zeer doelbewust, de cacophonie in overleg tussen staatsveiligheid, OCAT, gerechtelijke diensten, tussen verschillende, meneer de minister van Justitie, tussen verschillende gerechtelijke arrondissementen is er nauwelijks informatieuitwisseling. Tussen gerechtelijke informatiediensten en lokale besturen mankeert het aan informatiedoorstroming, waardoor we risico's lopen. Ik kan u daar zeer veel informatie over geven. Ik ben ook altijd bereid om dat te doen. Maar één zaak, collega's, mag ook duidelijk zijn. Veiligheidsbeleid en zeker dit moeilijke arbeidsintensieve beleid vergt middelen. Meer middelen. Iedereen zit op zijn tandvlees. We hebben de staatsveiligheid horen roepen dat ze middelen nodig hebben. We hebben gerechtelijke diensten horen roepen. De vraag daar is zeer eenvoudig. Waar zijn de middelen? Zijn die voorhanden? Zal men extra ondersteuning kunnen bieden? Ik wil afronden met één cijfer, meneer de voorzitter. Er wordt gesuggereerd dat elke terugkeerder zeer nauwgezet moet opgevolgd worden. Ik ben geïnformeerd geworden als hoofd van een politiedienst dat een 24 uur
opvolging van iemand die terug is, dat dit voor één persoon, en we hebben er 81 terug, voor één persoon 24 voltijdse equivalenten inzet vergt. Meneer de minister, ik heb geen enkele ondersteuning tot nu toe gezien naar die lokale politiediensten die werk willen maken van een zeer secure opvolging. Ik hoop, en ik zal het in elk geval altijd ondersteunen, als er ook zeer efficiënt, doelgericht meer middelen gaan naar die diensten die dat radicalisme onder controle moeten houden. Bedankt. Dank u meneer Bonte. Madame Mats. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Je pense que le premier point abordé, et d'autres l'ont fait avant moi, c'est bien sûr le flou qui continue à entourer le budget de la police et notamment la dotation fédérale. Ce matin tôt, Monsieur Jamard, dans un premier temps, ministre du Budget, nous a dit que ça concernait une réduction de 2% de la dotation fédérale. Monsieur le Premier ministre, vous avez repris la parole pour rectifier ce chiffre et pour dire qu'il s'agissait, en concertation avec les zones de police, si j'ai bien entendu, d'une réduction de l'indexation qui ne serait pas totale, qui serait partielle et qui serait donc... Pourquoi dès lors ce chiffre de 2%? J'attends vos réponses, il ne faut pas tout de suite se sentir agressé, mais je pense que c'est une question que tous les intervenants ont posée. Et il est vrai que si ça concerne une partie de l'indexation, ça concerne quand même une diminution du budget. Je veux dire, on peut le dire en latin ou en grec, c'est une diminution du budget. Et nous pouvons regretter avec quelque part le nombre d'actions qui ont été proposées dans le texte. Elles ne pourront pas être exécutées puisque déjà avec les moyens actuels dont nous avons obtenu, et vous vous en souviendrez très bien, lors de la négociation précédente, le CDH avait obtenu que les moyens justice et police soient immunisés totalement. Et nous avons même obtenu en courant de législature, sur la police, le fait de pouvoir engager 1400 unités personnes en plus par an, contre 1000 précédemment. Je pense que ça, en tout cas, il faudra des réponses, parce qu'on ne peut pas, je veux dire, dans le chef, ou alors ce ne sont pas les mêmes mandataires locaux que ceux qui m'entourent, mais les mandataires locaux, bourgmestres particulièrement, ce qu'ils souhaitent, c'est que leur police soit financée au mieux, et on sait toutes les difficultés que ça pose déjà dans les communes, alors même si c'est une diminution de l'indexation, c'est quand même des sous en moins pour les communes et je me demande dans quelle mesure vous allez pouvoir assurer l'ensemble des engagements que vous avez mentionnés dans votre accord de gouvernement. J'ai cru comprendre, et je voudrais que le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre confirme que les moyens qui ont été obtenus par notamment la ministre de l'Intérieur Joëlle Milquet lors de la précédente législature sur la sécurité civile restent bien dans le rythme de croisière qui ont été programmés. Et donc je pense que tous les mandataires locaux à l'époque avaient souligné le fait que la réforme était en tout cas payée intégralement tel qu'est l'engagement qui avait été pris. Alors, je vais aussi vous parler du dossier des pensions des policiers. Le ministre des Pensions nous a également rejoints. Simplement, il y a eu de la part de Milky Watley, alors ministre de l'Intérieur, une possibilité de conclure avec les représentants syndicaux un accord, un compromis. Mais je voudrais savoir dans quelle mesure, pourquoi quelque part vous ne vous êtes pas contenté de ce compromis, puisqu'il respectait la concertation sociale, et ce compromis avait en tout cas reçu l'assentiment des représentants syndicaux. J'aurais également souhaité savoir, parce que c'est clair qu'il est mieux que vous exécutez l'arrêt de la Cour constitutionnelle avec des dispositions transitoires. J'aurais souhaité que vous nous en disiez plus. Qu'est-ce que ça concernait également pourquoi dès lors, si effectivement ce compromis a été satisfaisant pour les syndicats, pourquoi dès lors part-il en grève dans les jours qui viennent? Ça veut dire que ce n'est pas exactement la même chose et je voudrais savoir ce qu'il en est exactement de cet accord au niveau des pensions de la police. Alors, j'ai épinglé 2-3 points.
La législation sur la sécurité privée, vous dites on va entamer une grande réforme de la législation sur la sécurité privée. Elle a déjà reçu beaucoup de réformes pour confier d'autres missions. Quelles sont ces autres missions? On sait que pour l'instant, dans cette législation sur la sécurité privée, on confie les missions qui, quelque part, ne le relèvent pas de ce qu'on appelle l'impérium, les missions de police essentielles. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a derrière les missions de sécurité privée? D'autre part, il y a une phrase également sur les allocations et les indemnités que les policiers ont actuellement. Vous voulez simplifier et je pense que l'idée est d'aller vers un salaire qui comprend ces indemnités et ces allocations, les fondre. Si l'idée n'est pas mauvaise en termes de lisibilité, je voudrais savoir si, dans la mesure où vous intégrez ces allocations et indemnités dans un traitement de base, si vous les comptabiliserez dans la pension, puisque c'est bien ça aussi la question. La première question, c'est de savoir si ces allocations seront comptabilisées pour la pension. Alors, un dernier mot quant à la lutte contre le radicalisme. Mon collègue Georges Damagne et moi avons depuis des semaines enclenché un processus sur 3 dispositions, la perte de nationalité, l'activation de la loi mercenaire, comme on l'appelle, et également le fait de pouvoir retirer des documents de voyage. Alors, c'est mot pour mot ce qu'il y a dans l'accord du gouvernement. Je constate simplement, et je l'ai ici sous les yeux, c'est une note au Cairn qui date d'avril 2013, déposée par la ministre de l'Intérieur, dans laquelle sont toutes ces mesures et qui n'a pas reçu à l'époque, notamment de la part du MR, un assentiment sur les mesures que je trouve maintenant dans l'accord du gouvernement. Je m'en étonne vraiment. Donc, pour notre part, nous continuerons à avancer dans ces dossiers-là. J'attire votre attention sur le fait que vous mentionnez le fait d'enlever le passeport. Pour aller en Turquie, il faut une simple carte d'identité. Donc, je pense qu'il faudra travailler. Et je regrette qu'il n'y ait pas une dimension plus européenne aussi, avec de l'ambition européenne. On sait effectivement que ça ne concerne pas que la Belgique, mais ça concerne tous les États européens. Je vous remercie. Merci, Madame Mats. Het woord is aan de minister van Binnenlandse Zaken. Dank u wel, meneer de voorzitter, beste collega's. Ik heb een 15-tal punten genoteerd waar we antwoord op moeten geven. Het eerste punt rond pensioenen van de politie zal mijn collega van Pensioenenservice behandelen. Maar ik kan misschien wel al zeggen dat er ontmoetingen met de vakbonden voorzien zijn begin volgende week om dat probleem zo snel mogelijk aan te passen. Concernant les zones de police et les dotations fédérales, on peut aborder le débat concernant le saut d'index. Et là, on a déjà eu ce débat, mais la prolongation de ça, ça veut dire que si on diminue les dotations pour les zones de police, en fait, ça prend l'avantage du saut d'index parce que la dotation fédérale, pour environ 85%, ça concerne les coûts personnels. Donc on peut débattre pro ou contre le saut d'index. Ça, c'est un débat très intéressant. On a abordé ça déjà plusieurs fois. Mais la conséquence de cette saut d'index, ça veut dire qu'avec une diminution du dotation à maximale 2%, en fait,